Je vous, alors, je vous propose qu'on commence puisque nos trois intervenants sont là et une grande majorité déjà des personnes sont en train d'attendre. Donc, cet atelier a pour but de parler du BIM et des entreprises. Et effectivement, de voir un peu comment les entreprises de construction se sont emparées ou peuvent s'emparer de la maquette numérique et du BIM. Donc Anne Magnier, qui est donc d'Isor Bâtiment, va nous parler de son expérience dans son entreprise, de savoir comment l'entreprise a intégré le BIM et qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous faites de la maquette numérique ou du BIM, hein? On voit bien la différence. Et je vous proposerai en réaction d'avoir donc la vision de David Morales, CAPEB, et Michel Drouin, FFB, pour voir quels sont, au niveau des organisations professionnelles, quels sont les ressentis, et au niveau de vous, en tant que chef d'entreprise aussi, comment vous abordez cette problématique du BIM et quelles sont les actions qui sont mises en œuvre et les leviers d'action que vous voudriez voir mettre en œuvre. Anne Magnier, je vous laisse la parole. Oui, alors bonjour. Donc je suis la directrice technique adjointe de l'entreprise Isor Bâtiment. C'est une entreprise qui est en fait basée en Mayenne, à Laval, dans le 53, qui a plus de 25 ans en fait. On a fêté les 25 ans l'année dernière. Nous avons deux activités. L'isolation thermique par l'extérieur, une activité que nous faisons avec nos équipes propres, et une activité en fait basée sur Gennevilliers dans le 92, qui est de la rénovation tout corps d'état, essentiellement en milieu occupé. Notre chiffre d'affaires, alors cela c'est le chiffre 2013-2014, mais 2014-2015 on vient de l'avoir, donc c'est 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous avons un effectif d'à peu près 100 personnes. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Alors j'appuie sur la flèche, j'imagine, oui voilà. Alors comment nous sommes passés sur le BIM chez Isor Bâtiment? Nous avons pris la décision en 2013, fin 2013, d'y aller, parce qu'on sentait qu'il fallait y aller, en fait. Voilà. Et puis, c'est en termes d'entreprise, sur déjà un secteur qui, à l'époque, était de pointe, on s'est dit, nous, on aime bien toujours aller de l'avant, donc on passe au BIM. Donc fin 2013, décision de se mettre au BIM. Alors comment on s'y est mis? On a d'abord communiqué sur l'ensemble de l'entreprise. On en a parlé à la réunion générale fin 2013, réunion encadrement été 2014, dans les lettres internes. Expliquer peu à peu qu'est-ce que c'était le BIM, la maquette numérique, qu'est-ce que ça allait changer de travailler en 3D. Voilà, pour avoir essentiellement l'adhésion du personnel. C'est toujours plus simple de faire des changements internes quand tout le monde est dans la mouvance. Et donc, concrètement, en fait, en avril 2014, on a acheté une licence Revit. Alors, ne pas confondre, c'est pas parce qu'on a le logiciel qu'on fait de la maquette numérique, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, on a acheté une licence Revit et on a formé un technicien, en fait. Faut savoir que notre bureau d'études, en fait, est composé de 3 techniciens. Septembre 2014, on a fait nos premiers chantiers, en fait, nos premiers projets en maquette numérique, en 3D. Je dirais pas en BIM, parce qu'on était tout seul, hein, on s'est fait plaisir, on s'est fait nos projets en 3D. Donc sur un chantier de Nantes-Prégaucher et Aulnay-sous-Bois. D'ailleurs, l'image que vous avez, c'est le chantier d'Aulnay-sous-Bois. Donc voilà, les premiers projets en 3D. Et puis, une fois que notre technicien était bien rodé, avait mis en place une charte, en mars 2015, on a acheté 2 nouvelles licences pour équiper l'ensemble du bureau d'études. Et donc, voilà, nos techniciens sont en utilisation, formation interne de Revit, avec l'objectif en septembre 2015 que l'ensemble de nos projets, et non plus un seul technicien, que l'ensemble de nos projets soit sous Revit. Et qu'en septembre 2015, nous soyons prêts à participer à d'éventuels projets collaboratifs. On en parlera après. Donc voilà comment le BIM s'est mis en place chez Isor Bâtiment. Comment on utilise le BIM aujourd'hui chez Isor? D'abord, on a mis en place une méthodologie interne pour utiliser Revit un peu comme un logiciel métier, en fait, sur comment mettre en place, comment faire un calpinage en fonction des différents parements, comment faire des plans, enfin de l'automatisation ou semi-automatisation de plans d'ossature. En fait, on a travaillé, on a eu, comme je vous disais, une formation sur Revit. En fait, on a travaillé 5 jours avec un intervenant
intervenants externes pour adapter Revit, pour utiliser les bons outils dans Revit pour travailler mieux et plus vite sur notre corps d'état, en fait, sur le bardage. Et on utilise aussi Revit pour sortir des quantités en termes de parements, en termes d'ossature. Ça, c'est une première phase, une première étape. Mais ce qui est intéressant dans le fait justement de travailler en 3D et sur la maquette numérique, c'est qu'on a commencé à échanger des fichiers en fait, IFC et .rvt avec d'autres intervenants. Par exemple, sur le chantier de Nantes-Pré-Gaucher, il y avait un charpentier métallique qui nous a donné sa structure métallique en IFC qu'on a pu introduire dans notre maquette. Et en fait, on avait notre support, on pouvait mettre en place directement notre bardage, contrairement à d'habitude où on redessine l'ensemble du support. De même, sur un chantier de l'hôtel des entreprises innovantes à Laval, Egis est en maîtrise d'œuvre. Et en fait, ils nous ont passé là le bâtiment en 3D en .rvt. Donc c'est pareil, on a le support et là, à partir de là, on peut travailler. Bon, je vais mettre une petite nuance, attention, c'est du DCE et donc nous, en phase d'exé, il faut bien sûr qu'on le remette à jour avec les plans béton. Bon, il y a toujours toutes ces mises à jour, c'est pas encore complètement... mais bon, c'est un début, on fait des échanges, on a des supports qui sont en 3D. Donc on avance. Donc voilà pour comment on utilise la maquette numérique chez Isor. Alors, je suis désolée, je me retourne parce que je vois vraiment rien là-bas. Et je ne sais pas où j'en suis. D'accord. Donc en fait, oui, alors, parce qu'en effet, lorsqu'on n'a pas les chantiers IFC ou RVT, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise les supports en fait nous-mêmes en 3D à partir de relevés de cotes pour l'existant ou à partir des plans béton sur le neuf. Donc il faut savoir qu'en fait, tout ça, ça prend du temps. C'est sûr que si la maquette, elle avait été... Voilà, si le gros œuvre nous envoyait ses fichiers en 3D de sa structure, gros œuvre pour le neuf, bah, ce serait beaucoup plus simple. Si l'architecte nous avait, dans l'existant, il avait déjà fait un relevé en fait, de l'ensemble du bâtiment et nous envoie sa 3D, sa maquette numérique, bah, nous, à partir de là, on gagne du temps. Donc c'est là où dans les échanges, on va gagner du temps parce qu'en plus, un peu tous les intervenants, on fait tous le même travail. On a besoin du support, on se fait tous un peu sa synthèse chez nous, quoi. Donc c'est vrai que si elle était faite sur un seul modèle et que tout le monde l'avait, ben, on gagnerait encore plus de temps qu'aujourd'hui. Et une même information pour tout le monde. Exactement. En plus, une même information pour tout le monde parce que les risques d'erreur où chacun fait justement son support, ses codes béton. Moi, quand je refais un support à partir de plan béton, il y a toujours le risque d'erreur de la mauvaise lecture d'une cote ou voilà, on a interrompu, avec tous les risques que ça implique, quoi. Si au moins je l'avais directement du gros œuvre, je serais sûre au moins que le plan est bon. Donc voilà, comment utilisons-nous. Alors, ça a été un changement organisationnel. Oui, parce que le BIM, c'est ce qu'on dit sur la notion de maquette numérique objet, de l'information. Comme on est dans une notion aussi de partage, ça veut dire que vous, en interne aussi, ça voulait dire revoir ces processus métiers. Voilà, exactement. Revoir la façon déjà de travailler, évidemment, parce que on ne dessine plus en fait, on construit en fait, on fait d'abord le bâtiment entièrement en 3D en support et après on met nous le bardage complet. Avant c'était on allait façade par façade, on pouvait faire un bout de façade, un bout d'ossature. Aujourd'hui ça nous permet de réfléchir de façon uniforme sur l'ensemble du bâtiment. Et puis, ça permet aussi de remettre à jour les façons de travailler. Parce que sur AutoCAD, c'est vieux, tout le monde travaille sur AutoCAD depuis longtemps. Chacun est parti un peu dans sa direction. Donc moi, j'ai 3 personnes au BE, les 3 personnes travaillent différemment sur AutoCAD. Bon, on va passer au Revit, ça a permis on a mis en place une charte, mis en place par le technicien méthode qui est le référent BIM, qui justement dans le changement organisationnel est passé chef de service. Ça permet aussi de remettre en place une organisation qui aurait peut-être été mal acceptée dans un autre contexte, mais qui a été bien acceptée parce que c'est la personne moteur du BE, vu que c'est elle qui est référent BIM. Et en fait, il a mis en place une charte de comment on doit mettre en place, donc comment on doit faire nos plans de calpinage, nos plans d'ossature, comment on doit échanger, comment on met en place les niveaux, qu'est-ce qui doit être lié, là, les petits cadenas et tout ça, comment on travaille sur le BIM chez Isor. Donc la méthode Isor est écrite, ce qui n'existait pas sur AutoCAD. Donc voilà, on a mis de l'organisation où il n'y en avait pas en fait. Donc ça a été un plus aussi pour l'entreprise. Donc une organisation à ce niveau-là. Et puis il faut savoir que les 2 autres techniciens méthode, en fait, pour qui on vient d'acheter, on a acheté les licences en mars, sont formés en interne.
Autant la première fois, on avait été formé par un intervenant extérieur, hein, autant là, on a dit, bah voilà, maintenant, on a acquis le logiciel, on sait l'utiliser, on a mis en place la méthode ISOR. Ben, on va apprendre à nos 2 autres techniciens à l'utiliser comme on veut qu'il soit utilisé. Donc c'est là où je revenais sur plus d'organisation au sein de l'entreprise, une organisation qui n'existait pas avant. Donc voilà pour le changement organisationnel. Et la prochaine étape, c'est d'envoyer ça au chantier. Donc là, je suis dans cette étape-là, en fait, dans la communication vers le chantier. Aujourd'hui, le chantier le voit comment ? Parce qu'en fait, on a mis des images dans les plans. C'est-à-dire qu'en fait, le plan, une fois qu'il sort en 2D, de toute façon, un plan de calpinage ou un plan d'ossature, hein, qu'il soit fait par AutoCAD ou Revit, on voit pas la différence. Par contre, on met des images, en fait, des points un peu singuliers, des zooms, en fait. Ce qui permet d'expliquer une sous-face, d'expliquer un angle. Donc voilà, ça permet déjà de donner un peu plus de vision au chantier. Mais on va encore l'améliorer parce qu'évidemment, le but, c'est que, comme tous nos chefs de chantier sont maintenant informatisés, le but étant de travailler, de chatter avec le technicien méthode et d'aller voir la maquette sur leur PC. Donc, on en est là dans l'organisation. Voilà. Et enfin, quelles attentes ? Alors, quelles attentes aujourd'hui ? On attend évidemment d'échanger avec tout le monde. On voudrait bien que tout le monde s'y mette, que tout le monde fasse son petit bout, comme disait Pierre Mitt. Que chacun fasse son petit bout parce que, voilà, si on avait le support modélisé, si on avait les menuiseries, si le menuisier nous envoyait ces 3D à mettre dans notre maquette, on gagnerait du temps. Voilà, c'est le serrurier, nous c'est tout ce qui est corps d'état extérieur. Donc voilà, le jour où on se passera tous nos fichiers RVT ou IFC et qu'on ne refera pas 2 fois ou 3 fois le boulot, on gagnera du temps, ça c'est une évidence. Une autre chose, je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais on aimerait bien que la maquette numérique soit mise à jour pendant la phase exé. Et pas seulement, on a fait un DCE tout beau, et puis voilà, on le donne aux entreprises et débrouillez-vous. Parce que là, c'est pareil, on va se retrouver de toute façon, chacun va faire le boulot dans son coin. Donc il faut vraiment que la maquette numérique soit accompagnée de toute façon, pour moi, jusqu'au bout. Donc tout le cycle, c'est au-delà de conception-construction, voilà. Sur tout le cycle. Exactement. Et puis jusqu'au client, pour qu'il ait son DCE de toute façon, hein, donc et qu'il soit justement renseigné. On fera du BIM aussi quand on renseignera la maquette pour qu'à la fin elle serve au client, évidemment. Et c'est là où on retrouve la notion dont on parlait sur la conférence précédente, c'est-à-dire les fameuses règles de travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'échange, comment on interagit, voilà. À quel niveau, quand et qu'est-ce qu'on doit rendre. Exactement. Voilà, oui, beaucoup de règles qu'il faut mettre en place justement et beaucoup de travail, mais bon, en ayant fait chacun son petit bout, chacun va prendre sa place, je pense. Hein. C'est pour ça que je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit une utopie, le BIM. Ensuite, une autre attente, ce serait de recevoir des maquettes numériques dès les études de prix. Hein, ça, ce serait bien. Je pense que beaucoup d'ici seront d'accord. Comme ça, nous, on pourra sortir plus rapidement les maîtres, répondre à plus d'offres, plus de productivité, être plus réactif, des modifications, des changements. C'est plus simple. Voilà. Donc, avec la maquette. Les maîtres livrés avec la maquette. Ah, les maîtres livrés avec la maquette. Mais oui, l'aboutissement, c'est le maître livré avec la maquette et le maître qui s'intègre directement dans votre logiciel d'études. Oui. Vous avez ça ici, vous en avez quelques-uns là. C'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne avec un certain nombre de logiciels, que ce soit Setch, que ce soit les uns les autres. Voilà, oui. C'est pour ça que l'une de mes attentes, c'est ça. Parce la facilité, c'est effectivement d'arriver avec ce maître, avec non pas la garantie que le maître est exact, parce que quand le maître est fourni, il y a toujours un besoin de vérification. Et pour faire un peu d'humour, j'ai toujours l'habitude de dire que IFC, ça veut dire il faut contrôler. Hein, donc l'IFC, vous avez vos maîtres qui arrivent, mais la façon de contrôler par rapport à la maquette est d'une autre simplicité que de reprendre le CUTCH, reprendre les plans 2D et tout remettre. Oui, tout à fait, oui. Et justement, oui, voilà, nous, on est dans la démarche de, une fois qu'on a la maquette numérique, de réutiliser en fait les maîtres directement dans notre logiciel de maîtres en fait et de devis, vu qu'on est équipé sur multi-devis entreprise. Hein. Et donc voilà, le but c'est que tout communique et qu'on gagne du temps sur l'organisation. Et enfin, notre autre attente, évidemment, de participer à des projets collaboratifs où on est intégré, où il y a des règles, où tout le monde travaille sur la maquette, on fait des échanges, on avance tous dans le même but, avec le but louable à la fin de livrer un DOE numérique. Donc voilà, c'est une grosse attente de l'entreprise, ce sera un aboutissement.
Merci voilà. beaucoup. Je vais demander du coup à monsieur David Morales et Michel Drouin de réagir. Pour vous, le BIM et les entreprises de construction, parce qu'on en a entendu parler ce matin, avec des visions très différentes, quelle réalité? Où est-ce qu'on en est? De quoi a-t-on besoin? Quel intérêt d'y aller? Micro. D'un micro. Monsieur Morales, allez. Mais malheureusement, le train avait 2 heures de retard ce matin. Et je suis arrivé ici, tout était fini, donc j'ai pas entendu grand-chose. Mais j'imagine ce que vous avez dit. J'ai entendu parler de quelqu'un qui remuait la main comme ça et qui faisait la maquette numérique de l'ensemble. C'est ça. Ça me fait rêver. Voilà. On est un certain nombre à la CAPEB, un certain nombre d'artisans persuadés et convaincus que la maquette numérique, de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va y arriver. Il y a un tas de gens autour de nous qui travaillent dans des milieux différents du bâtiment, qui y sont déjà et qui ne comprenaient pas qu'on n'y soit pas. C'est une évidence, on va y arriver. Le problème, c'est que je ne me suis pas présenté. Je suis plaquiste, j'ai une entreprise, on est 9, moi compris, ma belle-fille compris, et mon fils compris. Ce qui fait que j'ai 6 ou 7 salariés qui travaillent sur les chantiers. L'objectif pour moi, c'est que dans quelques temps, cette tablette, quand elle sera obsolète, je vais leur filer. Et qu'on puisse communiquer et que tout soit sur la tablette. Parce que au fur et à mesure que moi, je recevrai des instructions de l'architecte ou des gens avec qui je bosse qui me donneront les informations elles seront directement. Moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Alors maintenant, à quelle vitesse on va y arriver? Il y en a certains qui me disent que le numérique, ça va à la vitesse de la lumière, à condition que tout le monde travaille dans le même sens. Alors, l'objectif à la CAPEB, pour nous, mais on n'est pas les seuls, c'est de dire on est tous autour de la table, on est tous à discuter de ce que l'on va faire et de ce que l'on projette, mais il faut qu'on continue à travailler. On en est au début, là. Le plan numérique bâtiment vient de se mettre en place, on a fait les premières réunions, il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à aller vers un objectif, mais cet objectif qu'on est en train de définir, il faut que tout le monde y aille en commun. Il faut que les gros, les grands, les petits, les maigres, qu'on aille tous dans la même direction. Et que les gros n'essayent pas de manger les petits, et que les petits ne disent pas c'est pas fait pour nous. Et voilà. Il faut absolument que pédagogiquement on arrive à faire comprendre que tout le monde doit aller dans la même direction. Alors le plus difficile, c'est de dire aux industriels de ne pas faire, dans ce qu'ils vont intégrer dans la maquette numérique, de ne pas faire de système fermé. De ne pas faire des choses qui empêchent les petites fabrications. Le menuisier métallique qui va réaliser son projet et ses fenêtres, qui puisse les intégrer dans le BIM. Que si ça vient d'un fabricant de menuiserie, qu'on puisse l'intégrer aussi. Un certain nombre de choses qui doivent garder la liberté. Et tout le monde doit y aller. Après, je te laisse continuer parce qu'autrement je vais te dire. Non. Allez, on partage. J'allais vous Merci, arrêter. David. Oui, donc je voudrais dire que finalement le BIM c'est quelque chose qui existe, vous en êtes la preuve, hein, ça marche. Il y a des précurseurs, vous en êtes. Et je dirais que dans le monde des entreprises, que ce soit des toutes petites entreprises, des entreprises moyennes, des entreprises plus grosses, globalement il y a 1 an on parlait BIM, ça ne signifiait rien chez personne. Personne ne savait de quoi ça retournait, sauf quelques précurseurs ici ou là. Mais pour déculpabiliser par rapport à ce que j'entendais ce matin, quand on parlait BIM il y a 1 an chez les architectes, c'était la même chose. Quand on parlait BIM chez les bureaux d'études, c'était pareil. Chez les économistes, c'est le congrès des économistes, donc là, ils étaient à jour, les mecs. Ils savaient eux, il n'y a aucun problème. Eux, ils sont beaux. Eux, ils avaient Pierre. Mais globalement, chez tout le monde, à part quelques précurseurs, à part quelques passionnés qui se sont intéressés au truc, c'était vraiment une affaire tout à fait élitiste, dans un petit coin, et des gens qui disaient « Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à attirer du monde là-dessus ?» Bon, on est 1 an plus tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les médias sans doute, un certain nombre d'événements qui se sont passés, et la chose explose. C'est vraiment de l'explosion. J'entendais encore les gens de Médiaconstruct qui disaient on en a encore pour 10 ans.
il n'y a pas si longtemps, on disait, de toute façon, pas avant 5 ans. Et là, ce matin, on disait, dans 2 ou 3 ans, ça y est, c'est parti. Parce que le rythme s'accélère. Donc ça, c'est très bon signe. Mais au demeurant, il y a encore des gens qui découvrent ce qu'est le BIM, hein, dans nos collègues de la CAPEB ou de la FFB. Alors, les attitudes, c'est quoi? C'est des attitudes un peu d'attente. On est dans une période économique qui est compliquée, donc tout le monde ne va pas se jeter à corps perdu en disant allez, j'investis dans Revit, dans autre chose, des logiciels surdimensionnés parce que la capacité n'est pas là. Donc ça suscite en même temps de l'inquiétude, mais chez beaucoup, tout au moins les entreprises que je dirais un peu haut niveau du monde du 21e siècle, il y a une petite lueur d'enthousiasme. Une lueur d'enthousiasme parce que les uns et les autres prennent conscience que c'est probablement une des premières fois qu'on a un challenge aussi extraordinaire et aussi important qui est devant nous. Alors, ce challenge, je pense que la grande masse va pouvoir s'y mettre avec un peu de temps. Peut-être que ça fera aussi un peu de dégâts, je ne sais pas, mais ça, je ne suis pas devin en la matière. Mais c'est la première fois qu'on a un challenge qui va bouleverser beaucoup de choses dans nos pratiques. Pas dans le fond, pas dans les responsabilités, pas dans la façon de faire de tous les jours, mais dans la relation qu'on a avec les autres partenaires du bâtiment. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Et un autre point par rapport au monde du bâtiment de la FFB, on a découvert que certains métiers avaient déjà un pas dans le BIM, ou tout au moins dans la maquette numérique, dans la maquette 3D, même si ce n'est pas encore le BIM, mais c'est le premier pas. C'est des métiers, je pense qu'à la construction bois, structure métallique, les gens qui font des murs rideaux, des murs façades, il y a déjà quelques temps qu'ils ont commencé à travailler dans le 3D, ce qui n'est pas le cas du plombier, ce qui n'est pas le cas du poseur de sol souple, etc. Donc on a un peu de disparité suivant les métiers parce qu'il y avait une nécessité pour être performant. Oui. Effectivement, et sur cette partie usage, vous disiez vous aussi, Monsieur Morales, que même certains utilisent simplement pour de la visualisation, hein, les petits logiciels 3D. Ça peut être aussi, on parlait de visionneuse, ce qui peut être un premier pas. Voilà, il y a différentes manières aussi d'aborder un peu la maquette numérique, d'abord sur la partie visualisation, qui est un premier intérêt client finalement aussi pour les entreprises. Eh bien, déjà, on a tous des métiers différents. Donc on a tous une entrée différente, on a tous une façon différente de voir les choses. Un petit logiciel je sais pas, ne serait-ce que dans une rénovation, alors je ne sais pas, à certains ça va parler, à d'autres non. Moi, dans une petite rénovation, ça peut être le rez-de-chaussée d'une maison où on refait le salon, la salle à manger, la cuisine. Des gens qui achètent une vieille maison, qui n'ont pas conscience de ce que cela peut devenir. Vous faites une petite maquette 3D avec une petite animation et on arrive très rapidement à leur faire visualiser. Pour nous, en plus, c'est un outil de vente parce que il faut regarder un peu autour de nous, les gens qui font des cuisines et qui ont fait des cuisines industrielles, il y a longtemps qu'ils ont utilisé ces outils. Donc ces outils-là, il est important que nous aussi on les utilise parce que c'est des outils de la vente. Mais si en plus de cet outil-là, on peut le bimiser un petit peu et ça peut nous permettre de faire gagner du temps. Parce que c'est quoi une entreprise artisanale? C'est de la production. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être sur le chantier et de produire, de travailler. Si on réussit à gagner du temps, à faire un peu moins d'administratif. Il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à un appel d'offres. Et j'ai demandé à l'architecte de me faire passer le projet informatique. Il n'a pas pu me le donner, il n'avait pas le temps. J'ai été obligé de scanner tout ce qu'il avait. Parce que comme moi j'étais à Paris, que mon fils était chez moi dans le sud-ouest, je ne pouvais pas avoir le papier. Donc informatiquement, il n'était pas capable de me le donner. Et j'ai passé une demi-journée à recopier le cadre de décomposition avec les métriques qu'il avait fait et j'ai refait les métriques derrière. Moi, ce dont je rêve, c'est que l'architecte il fait son boulot, l'économiste de la construction fait son boulot, il m'envoie son dossier, moi j'appuie sur un bouton, mon logiciel il est compatible avec le sien et j'ai tout le descriptif, j'ai plus qu'à travailler sur les temps de travail. Voilà, mon rêve c'est ça, c'est qu'on passe moins de temps à faire de l'administratif avec des outils adaptés. Je fais souvent le parallèle avec, il y a 33 ans que je suis installé, quand j'ai commencé, c'est moi qui me faisais la comptabilité, on avait, je ne sais pas pour certains, vous vous rappelez, les grands cahiers là, avec des colonnes dans un sens, des colonnes dans l'autre, et puis un jour, il y a un logiciel de comptabilité qui est arrivé,
Mais c'est incroyable le nombre de nuits que j'ai pu passer à dormir au lieu de faire de la comptabilité. Parce que quand on avait les cahiers, il fallait que les colonnes d'en bas, les colonnes de droite et les colonnes de gauche, elles correspondent. Et il manquait toujours des centimes, il manquait toujours quelque chose, et il fallait encore recommencer. Et si à minuit, parce qu'il fallait rendre la comptabilité le lendemain, c'était pas fini, on continuait jusqu'à 1h, à 2h, à 3h du matin, tant que c'était pas fini. Le jour où les logiciels de comptabilité sont arrivés, et imaginez, il y a des jeunes là, et vous imaginez un cahier pour faire la comptabilité? Non. Mais les gens qui sont jeunes, qui arrivent dans nos métiers, ils n'imaginent pas que demain, ils vont marcher sans tous ces outils-là. Un peu comme le fil à plomb et le laser pour maîtrer, où ce sont des outils où les jeunes savent beaucoup plus manier. Vous parliez, Anne, de cette notion d'image de la société. C'est-à-dire que le BIM, c'est aussi une formidable image de modernité pour le bâtiment. On parle de gain de temps. Michel Dringue, je crois que vous parlez aussi de cette notion d'améliorer tout ce qui est qualité, les processus. Contrefaçon, il y a quand même pas mal de sujets autour du BIM et des entreprises dans l'intérêt qu'elles peuvent y trouver pour y aller. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le point fondamental du BIM, globalement, c'est de travailler mieux. Mais travailler mieux, nous, entreprises, mais ceux qui nous précèdent, essentiellement plus que ceux qui nous suivent, vont pouvoir aussi travailler mieux. Et je mets vraiment tout le monde à égalité sur cette capacité de progrès dans tout ce qui va être fait. Il est très clair qu'on a aujourd'hui des architectes qui sont capables de nous produire des dossiers sur lesquels on a des choses qui sont relativement imprécises et qui ne vont pas permettre effectivement à l'entreprise de bien évaluer le coût de fabrication, le chiffrer, etc., qui sera demain source de conflits, source de difficultés, source de réalisation peut-être aussi médiocre. Au niveau des bureaux d'études, c'est un peu pareil. Le budget que le maître d'œuvre donne à son bureau d'études fait qu'on va vite pour faire certaines choses, on chante un peu, et puis en disant on verra la phase chantier. L'économiste, lui, bon, il n'y a rien à dire sur les économistes, on continue sur le même registre pour sourire. Arrivé à l'entreprise, l'entreprise, elle est avec l'ensemble des éléments qu'elle a, avec son organisation qui est tout à fait aussi critiquable, avec une difficulté aux entreprises de bâtiment de faire de la préparation de chantier, d'essayer d'anticiper les choses de manière précise. Tout ça, le BIM va permettre de progresser là-dessus. À partir du moment où on imagine que l'ensemble des objets qui vont être mis sur cette maquette numérique vont l'être mis de manière virtuelle, il est très clair que quand vous avez des tuyaux de ventilation qui vont arriver dans des poutres en béton, sur la maquette virtuelle, ça fait moins de dégâts que sur la phase chantier. Le marteau-piqueur, on n'en a pas besoin sur la maquette. On règle le conflit à ce moment-là. Et des exemples de ce type, il y en a un certain nombre. Alors certes, on ne va pas voir la vie en rose, on ne va pas tout régler, ce n'est pas demain matin, mais on voit la perspective quand même de progrès à ce niveau-là sur toute la chaîne. Alors dire qu'il y a des gens qui attendent ces progrès pour en tirer profit, peut-être. Je veux dire, les pouvoirs publics ont mis de l'argent sur la table. Il y a une directive européenne aussi qui est là. Je veux dire, les politiques, ils ne sont pas là à prendre des décisions, mettre de l'argent uniquement pour nous faire cadeau, pour nos beaux yeux. Donc il y a sûrement des objectifs de baisse de coûts qui sont attendus, etc. Mais qu'importe, je veux dire, notre problème aujourd'hui, c'est effectivement cette opportunité qu'on a de pouvoir améliorer nos process, améliorer nos résultats, peut-être améliorer aussi nos temps d'intervention, nos plannings, pour arriver à baisser des coûts pour récupérer une partie des marges et peut-être en redonner une partie aux clients. Un autre point auquel on ne pense pas toujours effectivement dans la maquette numérique, à partir du moment où les composés d'objets renseignés avec des niveaux de performance qui sont inscrits dans l'objet, c'est aussi un moyen de prévention contre la contrefaçon. La contrefaçon, elle a envahi le monde du bâtiment avec des produits qui viennent de tous les pays du monde, des imitations de produits de grandes marques, etc., des performances qui ne sont pas validées. Probablement que le BIM, en étant extrêmement précis sur la codification des objets, sur la marque, sur la performance, etc., limitera peut-être un peu la contrefaçon avec laquelle on se débat aujourd'hui. Ça ne fera pas tout non plus, mais ça peut y participer. Monsieur Morales, Michel Drouin, qu'est-ce que vous répondriez à une entreprise pour lui dire d'y aller? Qu'est-ce qui peut être, quels sont les leviers? Alors moi, j'aurais tout intérêt à les motiver à y aller, parce que maintenant que j'y suis, j'aimerais que tout le monde y soit.
parce que ça va me faire gagner du temps. Donc j'imagine que si ça me fait gagner du temps, ça leur fera gagner du temps à eux aussi. Donc moi, c'est essentiellement ça. Quand je vois le nombre d'indices qu'on peut s'échanger entre des menuisiers, des serruriers, un indice G, H, I... et puis, une fois on a pris les modifs en compte, une fois on les a pas pris, puis c'est un peu la recherche à l'erreur. Et puis, dernièrement encore, on n'avait pas vu que le changement de la cote, il avait été fait. Et puis, on a été bon pour relancer toute une fabrication de menuiserie alu avec l'entreprise avec laquelle on était en groupement. Tout ça parce qu'il y a eu un changement d'indice, un changement de code dans un plan. Si ça avait été la menuiserie, le clash aurait été... si on avait été en maquette numérique, on aurait repris à chaque fois les plans, il y aurait eu un clash parce que de toute façon, les deux n'étaient pas compatibles entre la cote et la menuiserie. Donc voilà, le souci c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est dans le bâtiment et puis on travaille encore au papier et on a tous intérêt à utiliser l'outil informatique pour aller plus vite. On est dans un monde où on nous demande que tout soit fait tout de suite. Vous gagnez un marché, de toute façon, il faudrait déjà être sur le chantier en train de mettre les cabanes et le contrat n'est même pas signé. Et, je sais pas si, nous, ça nous arrive mais tous les jours, quoi. Donc, et la phase de préparation de travaux, elle est de plus en plus courte. C'est ça qui est impressionnant. Tous les marchés qu'on gagne, la phase de préparation, avant, c'était, on avait 2 mois, mais 2 mois pleins. Aujourd'hui, je veux dire, des fois, c'est 2 semaines, voire 3 semaines, et on doit être en train de... Mais elle embête tout le monde, la phase de préparation de travaux. Donc la seule façon d'aller plus vite dans la phase de préparation de travaux, c'est l'outil informatique, c'est le numérique. Donc voilà, c'est comme ça que je pourrais convaincre les autres d'y aller. Monsieur Morales, réserve et effectivement, comment le lever est-ce que vous avez des réserves par rapport à cette notion de BIM et puis du coup, comment les dépasser? Personnellement, des réserves, j'en ai pas. Par contre, on a un rôle, nous, les organisations professionnelles, autant la CAPEB que la Fédération française du bâtiment. On a des choses à faire. Déjà, il faut qu'on puisse communiquer de façon positive sur la maquette, sur le BIM. Il faut qu'on ait ensemble des mots qui puissent convaincre les gens. Il faut communiquer pour pouvoir les convaincre. Une fois que les gens seront au courant et qu'on les aura convaincus, il faudra peut-être qu'on fasse de la formation, parce que sans formation, je pense qu'on est tous persuadés qu'on ne pourra pas faire le pas en avant qu'on doit faire. Donc, trois choses à faire pour nous, 3 choses pour les organisations professionnelles. On va s'attacher à ça. On va communiquer pour convaincre, et puis qu'est-ce que tu en penses? Il faut qu'on forme aussi. Des outils aussi avant de former. Monsieur Drouin, sur les outils, en plus, je sais que la FFB travaille sur un format particulier, qui est dans le cadre d'un projet public, sur la partie BIM maîtrisée, où là, on a déjà une partie connexion, maîtrise d'œuvre et entreprise. C'est un peu ce que dit David, l'objectif du BIM, dans ce qu'on doit faire, les démarches qu'on fait auprès des entreprises, c'est de donner envie. Alors, pour donner envie auprès d'entreprises qui ont un peu des difficultés économiques aujourd'hui, il faut leur donner un intérêt à se pencher sur la question. Et effectivement, le grand projet BIM maîtrisé qui permet d'envisager le transfert des maîtrisés directement sur des logiciels d'études de devis, je pense que c'est un gain de temps, un gain économique, une sécurité par rapport aux quantités, etc. pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà un premier centre d'intérêt qui permet à une entreprise de dire « Ah ouais, ça, ce truc-là, c'est pas mal, je vais quand même regarder ». Et puis après, on peut démultiplier tout le reste. Je pense qu'il y a aussi un autre point qui est important, c'est la notion de responsabilité. Par rapport au fait que qu'est-ce qui va changer dans le BIM et qu'est-ce qui va rester. Moi, j'ai un grand principe aujourd'hui que je décline par rapport à ça, c'est on essaie de regarder cette nouveauté en disant c'est un grand progrès, rien ne va changer, tout va être comme avant. C'est-à-dire que, quand je dis rien ne va changer, les responsabilités ne se transposent pas des uns aux autres. Il n'est pas question d'imaginer que quelqu'un qui a commencé à concevoir une maquette numérique, un autre qui l'a enrichi, un troisième qui a fait quelque chose, vont commencer, comme c'est souvent le cas dans le bâtiment, en disant comme moi j'ai fait ça, je vais essayer de prendre de l'argent à celui qui est en dessous parce que j'ai fait quelque chose et je vais le valoriser. Tout ça pour arriver à la fin au client final qui dira vous êtes bien gentil, moi je vous ai demandé de travailler avec le BIM, je vous ai demandé une maquette numérique, donc voilà, le prix c'est ça. Mais cette tentation, toujours un peu, où chacun dans son coin veut valoriser un petit peu son acquis et ce qu'il a fait, je crois que dans le BIM, il ne faut absolument pas partir là-dessus.
Alors, comment on fait pour faire en sorte que les gens aient un petit peu cette culture différente, de ne pas toujours vouloir essayer de profiter un peu les uns des autres en cascade. C'est ce que vient de dire David aussi, c'est la formation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut lancer un grand mouvement de formation sur le BIM. Alors, vous avez tous entendu parler de FIBAT, il y a quelques années. Donc, c'était la formation des entreprises et de tous les acteurs pour la rénovation énergétique. Moi, j'ai envie de prôner un FIBIM aujourd'hui, c'est-à-dire une grande vague de formation pour tous les acteurs. Et comme tous les acteurs du bâtiment sont appelés demain, au travers du BIM, à travailler ensemble, je pense qu'il ne serait pas inintéressant de trouver les moyens de les faire se former ensemble. C'est-à-dire de mettre les architectes, les bureaux d'études, les économistes, les entreprises sur les premiers maillons de formation ensemble, quitte demain à s'écarter et à prendre des choses plus spécifiques, mais commencer déjà à voir ensemble les objectifs, les moyens, les techniques, les logiciels qui existent, etc. Donc moi, c'est un peu le credo que je vais défendre au plan de transition numérique du bâtiment. Je ne sais pas si je serai entendu par tout le monde. C'est un peu novateur. Je dirais que ça choque un peu de penser que des entreprises puissent être avec des architectes, des économistes, c'est des mondes tellement différents. Eh bien non, c'est des mondes qui travaillent ensemble. Ils sont appelés à travailler encore plus ensemble demain, donc je pense qu'ils peuvent se former ensemble. Et enfin, je dirais que pour essayer d'inciter de plus en plus de gens, il faut continuer effectivement à communiquer. Donc les médias sont là aujourd'hui pour le faire, le Moniteur, le bâtiment actualité, etc. La FFB a une revue régulière qui est une revue qui traite plutôt de la prospective du monde de la construction, du monde du bâtiment, qui est une revue qui s'appelle Constructif, qui est ici sur le centre de Média Construct, ici, qui est un petit canard bleu, dans lequel un certain nombre de gens dignes et respectables ont écrit, à part moi j'ai écrit, mais je ne suis pas digne et respectable, mais je suis au milieu d'un certain nombre d'acteurs qui ont écrit des choses sur le BIM et que je vous incite à récupérer. C'est une revue qui est gratuite un peu partout. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais ajouter quelque chose, en fait, parce que je mettrais bien un petit bémol, excusez-moi, en tant qu'entreprise. La formation, c'est bien, mais il faut déjà que les règles elles soient écrites, en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est que déjà les différents acteurs qui travaillent sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le sujet chez Média Construct, je pense qu'il faut mettre en place la charte des bonnes pratiques, la façon de travailler sur le BIM. Ce qui est important, par contre, c'est toute la phase de je dirais plus sensibilisation pour l'instant que formation. Voilà, il faudrait que tous les acteurs du bâtiment se réunissent et qu'on leur donne les informations et les bonnes informations. Quel logiciel existe, qu'est-ce qui communique avec quoi, je reçois une maquette, j'en fais quoi, est-ce qu'en effet il y a des solutions de tirer les métrés, est-ce que j'ai une solution pour juste la visionner, avec qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché, comment je la modifie, est-ce que je suis obligée d'acheter Revit? Revit c'est un coût, enfin, c'est colossal, c'est-à-dire nous on a vraiment pris l'option riche. Mais aujourd'hui, il existe des logiciels métiers, des logiciels métiers beaucoup moins chers. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer et tout ça. Mais je pense que pour tout ce qui est petites entreprises, il y a des façons d'y arriver. Et j'ai envie de dire, il faudrait rendre ça moins obscur, en fait. Voilà, beaucoup plus de sensibilisation et de savoir qu'est-ce qui existe sur le marché et toujours mettre à jour cette base de données. Mais c'est un peu l'idée du portail de Bertrand Delcambre. Il faudrait que ce portail soit à jour avec qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, des journées de sensibilisation, comment utiliser les logiciels. En fait, quand on a toutes les cartes dans les mains, on peut faire les bons choix. Nous, pour faire les choix qu'on a faits, eh ben, on a ramé pour justement trouver qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, qu'est-ce qui communique, comment, qu'est-ce qu'on peut encore faire. On cherche encore à faire des passerelles entre nos différents logiciels, c'est pas clair. Donc si on était accompagné à ce niveau-là, si on avait une information plus claire, après... Du coup, moi, je pense qu'il y aurait sûrement même des aides après pour les petites entreprises, mais vraiment sur TPE, sur la partie innovation, logiciel, aider à acquérir des logiciels. Justement, ces petits logiciels métiers. Bertrand Delcambre est là demain matin, donc je pense qu'il faut. Il est là demain matin. Je pense qu'il faut effectivement pas le sensibiliser, mais lui. Il le sait. Mais c'est comme ça qu'on arrivera au BIM chez tout le monde, dans toutes les entreprises. Mais les organisations professionnelles, justement, je pense qu'elles y veillent. On sent bien l'investissement. Vous savez ce qu'elles viennent de faire? Non. Elles viennent de faire un peu le projet du plan numérique bâtiment. Parce que l'objectif du plan numérique, l'objectif qui a été fixé par Bertrand Delcambre, c'est ça. C'est tout ce que vous venez de définir. Pourquoi? Pour éviter que ceux qui ont commencé à ramer... Que tout le monde en profite. Voilà.
Il y en a qui ont ramé au début, mais il faut qu'il y en ait un minimum qui rame, il faut que ce soit plus facile pour tout le monde. Et puis, moi Michel, dans ce qu'a dit Michel, moi je suis d'accord avec lui. Vous savez, on est d'accord. C'est pas la révolution qu'on veut faire, on veut évoluer, on veut innover. Et innover, c'est complètement fou, mais c'est travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est quoi? C'est connaître les autres. Si on veut travailler avec les autres, il faut connaître les autres. Moi, j'ai joué au rugby pendant longtemps. Je parle souvent de rugby. Je vous garantis que quand les gens de derrière, ils ont mis le nez un peu dans la mêlée, ils savent comment ça se passe et après, ils parlent différemment. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne le vois pas différemment. Il faut qu'on soit ensemble pour travailler. Et si on veut être ensemble, moi, l'idée d'une formation où on mélange tout le monde, où les gens se connaissent, c'est comme ça qu'on arrivera à travailler ensemble. Si on reste chacun dans son coin et si on essaye de faire les choses en disant qu'on fait les mêmes choses, non. Si on est ensemble, si on travaille ensemble, si on se connaît les uns les autres, on pourra travailler ensemble. Et c'est quoi la maquette numérique? C'est travailler ensemble. Le dernier mot. Oui, deux petits points. Un problème qui est assez récurrent dans la réticence qu'ont les entreprises par rapport à la maquette numérique, c'est la grande peur d'avoir des dossiers d'appel d'offres, de consultation intégralement ficelés, où tous les objets sont mis en place et que l'entreprise perd toute capacité d'innovation, toute capacité de proposition, toute capacité de variante. Donc, on se bat au PTNB pour dire, attention, les objets qu'on livre, qu'on met à la disposition des maîtrises d'œuvre ou des économistes pour la conception, doivent être des objets génériques ou généricables, de manière qu'effectivement toute entreprise puisse amener son savoir-faire pour sa proposition. Ça, c'est un point, donc on défend ça de pied ferme. Le dernier point, je voulais dire, là, c'est quelque chose, à mon avis, qui fait partie de l'enjeu et du challenge du bâtiment. Vous avez une jeunesse dans notre pays, des jeunes qui sont dans les écoles techniciens, écoles d'ingénieurs, même dans nos CFA, qui sont avec des objets comme ça, beaucoup plus à l'aise que nous, avec des maquettes. Alors, ouais, il est bien plus jeune que moi, donc il joue avec son machin. Et pour qui sont nés avec une Game Boy dans la tête. Le virtuel, le 3D, c'est leur quotidien, ils sont dedans tout le temps. Ces jeunes, quand le bâtiment va commencer à leur dire, nous maintenant le bâtiment, on est au numérique, on est au 3D, on anticipe, les jeunes, ils vont arriver et on va avoir un engouement de qualification, de professionnels et de dynamisme qui va arriver dans le bâtiment qu'on avait un peu perdu ces dernières années. Et ça, je crois beaucoup au BIM. Et effectivement, on pourra le voir avec la conférence qui suit, parce que c'est sur la partie formation, notamment formation initiale. Et autant sur cette partie formation professionnelle, pour ceux qui sont déjà en poste, il y a cette problématique. Vous parliez de FIBIM, mais voilà, c'est cette problématique-là. Mais les jeunes, eux, ils vont arriver, ils sont déjà dedans. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, moi je suis du côté maître d'ouvrage. Bon. Donc c'est pas tellement ma place aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça m'intéresse. Alors je suis 100% convaincu de la maquette numérique, du BIM. Voilà. Bon, l'histoire est faite pour moi. Je suis convaincu de la maquette numérique, je suis convaincu de l'impression 3D, je suis convaincu de plein de choses comme ça. Par contre, j'ai quand même très peur de ça, pour vous les entreprises. Parce que j'ai en tête une parole d'un informaticien qui avait pignon sur rue, c'était Bill Gates, qui disait, quand c'était Windows XP qui est sorti, qui disait « Le logiciel est invérifiable. Il y a tellement de lignes qu'on ne peut plus déceler les bugs. » Et j'ai un peu peur de ça avec la maquette numérique, c'est que on vit tous les jours sur le chantier, les gars qui disent « Ah, j'ai pas la bonne version de plan, ce que vous disiez. Bon, alors je veux bien croire qu'avec la maquette numérique, tout le monde aura la même version de plan, sauf que celui qui aura modifié son chemin de câble, qui aura interagi sur le réseau de gaine, est-ce que le gaineux l'aura vu? Et j'ai assez peur de ça, de cette nuée d'informations qui va noyer le problème. Et là, je reprends ma casquette, qui va surtout noyer la responsabilité du problème de celui qui va la déceler et de celui qui va résoudre le problème. Parce qu'au final, bon, ça se finit souvent par des avenants, cette histoire-là. Voilà, donc je suis convaincu que ça va faire avancer les choses beaucoup plus vite et je suis très content parce que les cabanes de chantier arriveront beaucoup plus vite. Mais je ne suis pas sûr toujours d'avoir envie d'une tour Eiffel quand je voulais juste un collège. Bon, j'entends bien votre remarque, elle est assez légitime, mais j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous pensez que finalement, par rapport à la situation d'aujourd'hui, ce que vous décrivez n'existe pas?
Bien sûr que ça existe. Est-ce que vous pensez que tenter d'améliorer le mode de communication entre les entreprises via la maquette numérique 3D, qui n'est qu'un plan 2D amélioré, ça ne revendique pas plus de choses que ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de reculer ou un risque de progresser ? Je pense qu'il y a un risque de reculer. Excusez-moi, on est quand même dans le bâtiment et c'est un milieu particulier où on se parle déjà, on se fait des réunions toutes les semaines sur le chantier, on est capable de s'enfermer dans une cabane de chantier, de se dire nos cas de vérité, de fermer la porte et de se terminer. Il y a des collèges d'entreprises, il y a des groupements, voilà. La communication, elle est déjà en place. Maintenant, on est dans le bâtiment et ce qui est valable un jour peut changer le lendemain. On s'arrangera toujours et il y a des vrais liens avec le rugby. Au final, tout le monde se serrera les coudes et on y arrivera. Là où j'ai peur de ça, c'est que l'erreur sera commise bien en amont et que le gaineux qui a ces gaines qui rentrent en collision avec le chemin de câble, ça aura été fait avant. Et donc, au moment de lancer le chantier, ça sera acquis. Et l'erreur sera acquise. Je ne suis pas d'accord avec vous en ce sens que l'erreur, elle sera vue au moment de la maquette. Elle a plus de chances d'être vue. Aujourd'hui, tous les clashs, ils sont dans la phase chantier. On attend d'être dans la phase chantier pour les découvrir en disant « Ah, j'avais pas pensé que, j'avais pas vu, mais tu m'avais pas dit, mais si tu m'as pas demandé, etc. » C'est la bagarre, les noms d'oiseaux, et ça finit au marteau-piqueur. Et puis si ça coûte trop cher, c'est vous qui intervenez. Donc de toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas aller plus mal que ça. On ne peut pas faire moins bien que ça. Il y a un chantier à Tours en ce moment célèbre, où on est venu incorporer des ferrailles dans les murs béton, une fois que le gros œuvre a été terminé. Donc ça, c'est magnifique. Il y en a un autre qui n'est pas très loin, vers Loudun, où on met 2 millions d'euros pour refaire d'une filtration de bassin de piscine, parce qu'on a oublié de calculer la pression dans les filtres à sable. On n'a mis que l'eau et le sable. On a oublié qu'il y avait de la pression. On remet 2 millions d'euros pour refaire des filtres à côté. C'est en 2015, ça. Voilà. Alors Anne, ensuite David. D'un industriel qui avait fait faire justement son extension d'usine comme ça à Laval sur la maquette numérique. Et en fait, il a dit moi j'aimerais même le voir. Enfin, le grand patron venait et on a dit on va mettre ça dans le cube. Donc en plus, il va venir, il va voir l'usine, l'extension de l'usine dans le cube. Et en fait, quand il a commencé à marcher dans le cube, dans son usine 3D, il s'est dit mais le plafond il est un peu bas là quand même. Vous êtes sûr que les machines elles passent ? J'ai une drôle d'impression. Ils ont vérifié, les machines passaient pas. Si ça avait été construit, ils étaient bons pour démolir et reconstruire. Voilà le 3D. Ouais. Oui, mais par exemple, alors. Oui, mais Monsieur c'est pas Morales, normal, bien sûr. Mais je vous montre les avantages. J'ai pas pris la casquette entreprise. J'ai dit les avantages. Monsieur Morales, et après je vais vous répondre aussi juste sur une partie. Moi, j'ai jamais de problème sur les chantiers. Non, ce que je voulais vous dire simplement en réponse à votre question, c'est que sécuriser et regarder les aspects juridiques, ça fait partie du programme, ça fait partie de travail qui est en train d'être fait et qui va être fait dans les groupes de travail du plan numérique. Voilà, c'est tout à fait le genre de choses auxquelles on a pensé aussi, et on sait très bien qu'on ne va pas laver plus bas que le bas, mais on va tout faire pour que toutes ces choses-là s'améliorent, et on va essayer de trouver des solutions. Il y a des gens qui vont travailler dessus. Alors je vais me permettre juste de répondre deux choses, que Pierre Mitt n'est pas là, mais Pierre Mitt vous dira que depuis qu'il y a la maquette numérique, on entend les marteaux-piqueurs beaucoup moins. Et voilà, il y a ce côté, parce que les détections de clash se font bien plus en amont, avec cette problématique que tout le monde travaille ensemble sur la maquette. L'autre chose, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des groupes de travail autour des guides de convention BIM pour avoir des règles, pour travailler ensemble au niveau dans les différentes phases, savoir qui intervient, à quel moment, qui a des revues de projet et des revues de maquette, et c'est là où passe la partie management du BIM. Donc effectivement, c'est cette partie-là, finalement, les revues de projet que vous faites, elles seront sur une partie numérique, avec une facilité de détection de clash bien plus évidente. On est obligé de s'arrêter, mais je pense que la discussion peut continuer en dehors de la salle. On a une dernière conférence à 16h30, on est obligé de terminer. Je remercie les intervenants, merci au public, et si vous avez des questions à leur poser, je pense qu'ils sont à votre disposition à la fin. Merci.